Radio J. 15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour à tous, ici Annabelle Show, vous êtes bien sûr Radio J, bienvenue dans votre rendez-vous, le Late Show de l'après-midi avec mon invité exceptionnel que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radioj.fr et l'intégralité de l'émission sur la nouvelle chaîne YouTube Radio J Mag. Abonnez-vous sur Radio J Mag. Nous sommes lundi 21 octobre, ça y est, scoop! Fini les cheveux raides à long terme pour les personnes bouclées et frisées, fini les lissages brésiliens car on a appris qu'ils provoquaient des problèmes rénaux. Sympa, tu te lisses les cheveux et en fait ça te lisse les reins. Bon bah pour le brésilien, capillairement, pour que ce soit moins risqué, on va rester sur le maillot. En parlant de maillot, bon nombre de Français vont devoir le mouiller car c'est les vacances. Enfin pour nos enfants, pour les parents c'est les corvées. Oui, c'est vacances de la Toussaint, c'est vacances où il fait moche et tu sais pas quoi leur faire faire et où c'est pas encore Noël et pour te faire raquer, on essaie de te refourguer Halloween. Alors le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de les amener au spectacle. Ça tombe bien, aujourd'hui dans cette émission, on va parler spectacle, théâtre, chansons, saga familiale et passion. Une autorité naturelle, le charisme sans forcer, le regard ténébreux et une voix qui en impose. Il fait partie de ces acteurs qui portent le costume mieux que personne. Sur scène comme en fiction télé, on aime lui donner les rôles à responsabilité. Monsieur le directeur, monsieur le commissaire, monsieur le producteur, faites-lui jouer ce que vous voulez, ange ou salaud, mais n'oubliez jamais de l'appeler monsieur. Ce comédien-là est omniprésent depuis des années au théâtre comme à l'écran. Il a la passion du jeu qui coule dans son sang. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Benjamin Egner. Bonjour. Bonjour Benjamin. Bienvenue. Quelle présentation. Quel plaisir de vous accueillir. C'est partagé. Écoutez, j'ai le plaisir de vous accueillir parce que je vous ai applaudi. Je vous ai applaudi samedi soir. Et là, je vous ai juste pour moi toute seule dans ce studio. Donc c'est un vrai régal. Comment ça va ? Ça va très bien. Comment se passe cette saison ? On va parler de votre actualité, bien évidemment. Vous êtes à l'affiche dans La Voix d'Or. Ouais. Donc une pièce d'Éric Bu et Thibaut Houdinière. Tout à fait. Avec un casting 5 étoiles. Je vais vous laisser présenter vos partenaires. J'ai tous les noms, mais je vous laisse les présenter. Normalement, je m'en souviens. Bon, alors j'y vais moi. Comme tu veux. Alors Marc City, Élodie Menant, elle-même d'ailleurs plusieurs fois molirisée, Sandrine Sebi, Grégory Benchenafi, Charlie Fargiala à l'italienne. Elle n'est pas italienne, mais voilà. Et Stéphanie Giletta. Et donc. Non, Stéphane Giletta qui est un acteur qui est en alternance avec Marc City, c'est ça ? Ouais, absolument. Et il y a Stéphane Isidore qui est le pianiste. Oui, Stéphane Isidore. Et compositeur et arrangeur. Qui est un homme orchestre qui vous suit pendant tout le spectacle. Brillantissime. Et écoutez, c'est une vraie saga familiale pour donner un peu plus. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce spectacle que vous jouez maintenant depuis... Le 30 août. Le 30 août. On a cité Sandrine Sebi, je sais plus. Oui, on l'a cité. Alors, La Voix d'Or, c'est une histoire vraie. À 10% ou 80. Et ça d'ailleurs on le sait pas tout de suite. Pour certains on est surpris par ce je sais même pas si c'est précisé dans les flyers ou dans les programmes, sûrement peut-être, mais c'est l'histoire de notre producteur et directeur du Théâtre La Bruyère, Thibaut Houdinière, qui est un des plus grands directeurs de la place de Paris et qui a eu un grand-père qui a été chanteur juste après la guerre. Il a fait la guerre, il a été traumatisé par la guerre, il a tué pendant la guerre. Il a gardé ce traumatisme toute sa vie. Et au sortir de la guerre, il chantait très bien, donc il a voulu tenter sa carrière de chanteur de charme, on va dire, en tout cas à la Aznavour, un peu de crooner, voilà. Il avait une très jolie voix. Et donc dans les cabarets Montmartre 3 qui étaient très à la mode à ce moment-là, à la sortie, où tous les grands Brel, Brassens, Aznavour, Beko, ils sont tous passés par là. Sauf que ça s'est pas passé comme il voulait. Il a rencontré sa future femme, Christine Vercel, avec qui il a fait un enfant, qui était également chanteuse et co-présentatrice de Jean Nohain, qui était le Michel Drucker de l'époque, qui était la vraie superstar et qui a créé la première émission de variété télévisée qui s'appelait 36 chandelles, que les plus âgés peut-être... Ce qui est bien, c'est que ça nous permet de faire un petit revival, un cours d'histoire accéléré dans cette pièce. Et donc, parce que elle a du succès, lui beaucoup moins, l'aigreur va arriver, la jalousie, l'alcool va arriver, la violence va arriver... et tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc, et ça c'est vrai, tout ça c'est vraiment passé. C'est vraiment Thibaut qui a raconté ça à Éric Bu et ils ont créé ce spectacle à partir de cette histoire difficile mais passionnante. Voilà. Ah oui, c'est une vraie... C'est une pièce très originale parce qu'à la fois c'est une saga familiale. On s'y attend pas à tout ce qui va nous arriver.
on est pris comme ça, on s'évade avec vous dans cette histoire riche, voilà, à la fois du passé et des événements du passé historique, et à la fois des événements propres à cette famille en particulier. Et c'est vrai que on se fait surprendre vraiment dans chaque tableau, et puis il y a une fluidité pour passer d'une émotion à une autre, et tout est naturel, et c'est quand la mise en scène comme ça est naturelle que c'est bien fait, puisque nous on n'y voit que du feu, les spectateurs. On va quand même écouter un petit extrait, parce que déjà, on peut le dire, donc c'est un spectacle musical avec des chansons originales. Avec des chansons beaucoup originales. Voilà, beaucoup de reprises aussi qui feront le plus grand plaisir de tous les aficionados de cette période-là. C'est ça. Notamment les personnes qui étaient à côté de moi samedi soir et qui chantaient avec vous comme dans un karaoké. Mais en tout cas, effectivement, on est emporté. C'est à la fois léger et grave, et c'est ce qu'on attend de spectacle. C'est à la fois des grandes émotions et à la fois une parenthèse, une bulle enchantée. Petite bande-annonce. Le mauvais sort d'une voix d'or. Ton grand-père était chanteur. On surnommait même la voix d'or. Super titre. C'est vrai que je me suis souvent dit que son histoire pourrait donner lieu à un spectacle sur ces années d'après-guerre à Montmartre. Spectacle musical, peut-être. Mais oui! Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Attends, stop, arrête. Reviens en arrière. Voilà, là. Ça, c'est le chant que j'ai connu. Enfin, on arrête. De toute façon, ce n'est pas le volet. T'es vexé? Non. Il est vexé? Oui. T'es parti loin, là, quand même. Ça va, un secret famille, par hasard? C'est vrai que tu commences à lui ressembler. T'es qui? Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Tu vas pas finir là-dessus, quand même. Bah pourquoi pas? Donc c'est un musical, je te rappelle. Il nous faut un bon final. J'ai chanté, j'ai désenchanté, ce cher passé, j'ai saboté ce que la vie m'avait donné. Ce que la vie m'avait donné. Nous-mêmes, dans ce studio, on s'est mis à esquisser quelques pas de danse et à dodeliner de la tête. Alors, vous avez entendu du Claude François, rien que pour vous voir tous faire les Claudettes, ça vaut vraiment le détour. Évidemment, ça, c'est une cerise sur le gâteau, il n'y a pas que ça, évidemment. Mais c'est vrai qu'aussi, comme on peut l'entendre, voilà, ça nous permet de voyager, d'en savoir plus sur une époque qui est révolue maintenant, l'Égypte de ces années-là, avec cette culture immense, et puis effectivement ce Paris, ce Montmartre, cette époque un peu folle, un peu de paillettes, qui aujourd'hui a un peu disparu. Et c'est vrai que on sent, moi j'ai senti dans la salle, déjà il y avait un public multigénérationnel autour de moi, des gens venus en famille, en groupe, et on sent que cette envie de transmission, comme si eux-mêmes ils avaient envie de se raconter en famille un épisode du passé. Je sais pas si vous ressentez ça depuis le début de cette aventure. On voulait surtout pas faire un spectacle générationnel, justement. C'est une histoire de famille d'abord, ça parle à tous, peut-être pas, on va dire à partir de 10 ans, je dirais, mais oui, on voulait faire un espèce de panel comme ça, de voyage à travers le temps, par la musique, et par ces personnages, quoi. Donc ça parle de ça parle vraiment de transgénérationnel, de transgénération. Donc oui, il y a toutes les époques, quoi. Et effectivement, on passe comme ça dans ce spectacle entre le passé et le présent, et c'est fait encore une fois de manière très fluide avec des flashbacks, et il y a un côté même cartoon. Vous nous emmenez avec vous, donc un peu pour préciser un petit peu, Marc City qui joue l'auteur et vous êtes le producteur, et c'est vrai que c'est vous qui portez comme ça en fil conducteur toute cette histoire. Vous formez un duo incroyable, on sent une complicité folle entre vous. Il y a le côté clown, on est vraiment, c'est comme au cirque, hein. Il y a le clown blanc
et l'Auguste, non mais qui présente les numéros quoi. Et au départ, on est tous les deux, on est dans l'arène et puis on installe bien sûr le sujet, mais après on participe au numéro aussi, mais après on présente, il y a ce côté un peu cirque quoi. En tout cas, mais dans le bon show, sens quoi. du terme. Bien En fait, sûr, le bien sûr. côté cirque dans le côté performance et aussi dans le côté surprise. On est vraiment surpris Ouais. pendant toute la pièce. Il y a des choses qui apparaissent, des personnages, des nouvelles intrigues, des nouvelles destinations. Comme je disais, on passe par la France, on va au Liban, en va, Égypte. au Liban, en Égypte, et c'est et tout ça avec des moyens artisanaux, Oui. comme le théâtre, comme seul le théâtre peut les offrir, et ce qui Ouais. permet une grande possibilité d'imagination au public. Et ce qui est fort aussi dans cette pièce, c'est qu'effectivement les gens aujourd'hui peuvent être un peu effrayés par le présent, par l'actualité. Ils viennent se réconforter comme ça dans cet épisode du passé qui est rassembleur, je dirais. C'est vrai. Après, est-ce que c'est, il y avait des traumas dans tous les, à toutes les époques, quoi. Là, ça parle aussi d'un trauma de la Deuxième Guerre mondiale avec ce. Mais justement, on se rend compte à quel point les traumas de l'époque peuvent ressembler aux traumas d'aujourd'hui, en fait. Évidemment. Ça, Voilà. c'est sûr. Les affaires de famille, Ouais, des ouais. violences, Exactement. Plus la grande histoire, c'est-à-dire la voix d'or, le chanteur, il a pas été très aimé, notamment par un père extrêmement dur et qui avait perdu lui-même un bras à Verdun, donc il avait comme ça une aigreur et une tristesse en lui, donc il était très dur avec son propre enfant, et en plus qui commençait à dire qu'il voulait se mettre à chanter tout ça, donc à un moment il lui dit je vais partir faire me rejoindre la résistance, et le père lui dit mais je sais rien faire, en fait c'est pas de la chanson, la vie c'est pas de la chanson, donc il y avait un mépris comme ça. Et oui, t'as rien vécu, quoi. voilà, et puis j'enfonce des portes ouvertes, mais ça part d'un manque d'amour, quoi. Ouais. Comme souvent, comme beaucoup d'histoires. Voilà, exactement, et même les grands méchants, pour moi, ça parle d'un manque d'amour. Enfin, j'ai du mal à croire que quelqu'un. Tout parle de l'enfance, en fait. Ouais. Donc il va se trimballer ça, et en plus il va tuer. Et ça c'est pareil, c'est un trauma qu'il va pas gérer. À l'époque il y avait pas beaucoup, les psys et tout ça, c'était pas. Ouais, bien sûr, on n'était pas là-dedans. Il n'y avait pas de cellule psychologique dédiée. De s'échapper par la chanson, mais bon. D'ailleurs, on va s'échapper avec sa vraie voix, la voix d'or, Charles Jeantes. Ah oui. Mignonne quand la lune éclaire la plaine au bruit mélodieux, lorsque l'étoile du mystère revient sourire aux amoureux. As-tu parfois sur la colline, parmi les souffles caressants, entendu la chanson divine que chantent les blés frémissants? On est replongé dans le passé, hein, effectivement. Voilà, alors, ça swing pas forcément. Mais c'est le style de l'époque. Mais c'est le style de l'époque. Très c'est ce qu'on dit crooner, dans la pièce. très- Voilà. Le langoureux, effectivement. Et donc, alors, effectivement, voilà, comme je l'ai dit, alors le samedi soir, le public, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire au salut. Voilà, on a senti un élan comme ça d'affection vers vous, des rappels et encore des rappels. Et j'avais envie quand même d'en savoir plus sur la vie des gens qui étaient là. Bien, c'était une belle performance et que c'était très sympa. Il y a beaucoup d'émotions aussi, très très bien. Les voix sont merveilleuses. Oui, ça passe un bon Et il y a moment. une spontanéité dans l'enchaînement des flashbacks qui est vraiment sympa. C'est-à-dire ça découle comme ça, c'est de la créativité qui explose et ça s'enchaîne très bien. Et puis les paroles, les musiques qui viennent broder tout ça, là, c'est formidable. Bravo. Non, on a adoré, vraiment. Vraiment. C'était vraiment très très bien. Moi j'ai adoré, je trouve que c'est drôle, à la fois drôle et puis des moments puissants, émouvants.
Donc le jeu d'acteur extra, moi j'ai vraiment aimé. Il y a de beaux messages, j'ai trouvé. Et ça fait réfléchir et je trouvais un talent d'interprétation. Je trouvais qu'ils avaient du talent pour passer du drame à des moments plus chaleureux, plus heureux. Donc j'ai vraiment trouvé qu'ils passaient très rapidement. Donc un talent d'artiste, vraiment j'ai adoré. Je crois qu'on a tous aimé. Hein, oui, on a tous bien aimé. C'était très original, très original dans la construction. C'est du jamais vu, un peu un mix entre le théâtre et une comédie musicale, comme ça change. On pense au début qu'on parle vraiment de la comédie, mais en fait, au fur et à mesure, on se rend compte finalement que ça change complètement. C'est plastique. C'est exactement, il y a pas mal de dualité. Franchement, on a vraiment beaucoup d'émotions. On a passé un bon moment, ça chante bien, c'est bien, ça chante super bien. Ça chante très bien les acteurs. Et les comédiens. Et les comédiens forts. Voilà, donc voilà, c'est un bon résumé, mais c'est un résumé très enjoué, voilà. Alors, je n'ai payé personne. C'est bon, j'ai ma journée là. Ah bah parfait. Alors, ce qui est assez marrant là, les dernières voix qu'on vient d'entendre, c'était une jolie petite famille. Bah, du coup, pour la voix d'or, c'était la famille en or un peu. Hein. Et vraiment, il y avait toutes les générations, les grands-parents, les parents, génial. Les enfants. Et ils étaient la banane et vraiment unanimes. Et ce qui est fort quand on fait du spectacle et quand on est comédien, c'est que vous-même, vous créez un moment dans une famille en fait. Bah oui, c'est ça qui est dingue en fait. C'est que ce moment-là qu'ils ont vécu avec vous, en retraçant l'histoire d'une autre famille, eux-mêmes, c'est un moment gravé dans leur propre histoire de famille, j'imagine. C'est ça. Alors après, on a eu plein de... Parce qu'on on a déjà joué 2 fois à Avignon cette année, l'année dernière, donc on a eu pas mal déjà de réactions. Et donc ça peut aller du grand sourire aux larmes, à des gens même qui n'arrivent pas à parler. Hein. Donc, parce que, évidemment, enfin voilà, ça c'est tous les sujets familiaux, ouais. avec des secrets, la violence, des non-dits, des choses pas pardonnées ou à moitié pardonnées, et les gens qui sont partis avant d'avoir pu s'expliquer. En tout cas, tout ça, il y en a. On se rend compte qu'il y en a comme un paquet. Et alors quand ça rejaillit, il y a des gens effectivement. Et ce qui est bien dans cette histoire, c'est que c'est pas moralisateur non plus. Non. Justement. Voilà, on évoque plein de sujets, mais on n'est pas là pour... Voilà, exactement. Même lui, hein, enfin, après, bon, voilà, mais même lui, parce que pour la petite histoire, il y avait une première version où ça se terminait, où on était plus sur une idée du pardon, de cet homme qui a quand même fait beaucoup de mal dans sa vie autour de lui, et beaucoup de gens, et notamment des femmes, parce qu'il a violenté sa femme, disait que c'était pas possible en fait, que ça soit aussi si simple que ça, quoi. Et donc, enfin, je devrais pas trop dévoiler la fin, mais on reste plus sur une interrogation. Oui, bien sûr. On laisse les spectateurs choisir, avoir leur propre interprétation de cette histoire. Ouais. Alors, évidemment, comme tout invité que je reçois, j'ai envie de vous accueillir comme il se doit, cher Benjamin. Tapis rouge. Alors, vous pouvez intervenir pendant ce tapis rouge si vous me trouvez hors sujet. Vous avez un petit buzzer devant vous. Si je dis une fake news, vous pouvez y aller. Donc, c'est parti. Et oui, c'est dans cette bonne capitale belge qui sent bon la BD, le chocolat, les gaufres et le mannequin piece que vous naissez par une belle journée d'été, le 3 août 1960. J'ai le droit de le dire ? Je le dis pas. Le 3 août d'une année, hein, peu importe laquelle. Petit dernier d'une fratrie de 3. Félicitations à votre maman, 3 garçons, quel courage. Vous êtes donc le rigolo du trio, selon vos propres dires. Mais bientôt, votre famille délaisse la ville de la frite pour s'installer en région parisienne dans cette bonne ville de Montmorency. Vous passerez votre enfance bercée par Casimir et Albator, Candy dans Récréa 2. À la maison, on aime le cinéma. Vos parents vous font découvrir à vous et vos frères les grands classiques. Vous rêvez en grand en admirant Bébel et ses cascades, Toc Toc Badamoum, Ventura, Depardieu, Montand, à qui vous ressemblez étonnamment d'ailleurs. Je ne dois pas être la première à le dire. On n'ira pas vous faire un test ADN parce qu'il y en a qui l'ont déjà essayé et ça n'a pas marché. Non, je crois pas. Vraiment. En tout cas, vous vous plongez dans le cinéma américain avec les génies De Niro, Pacino, Hoffman, Nicholson, enfin que du lourd quoi pour commencer. Et un jour, tout bascule. Vous entrez dans un théâtre et ce jour-là, vous entendez ça. Ah, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire au Dieu bien des choses. En somme, en variant le ton, par exemple. Tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez,
Il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un ANAP. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Curieux, de quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Et oui, c'est la voix de Jacques Weber qu'on entend. Ça, c'est émotion, ça. Le vrai. Et effectivement, quelle sensation incroyable, ça se passe en direct, sous vos yeux. Vous avez 11 ans, à Mogador, 15e rang, et chaque émotion vous transperce. C'est vrai. Et donc, avec Jacques Weber en Cyrano et Jérôme Savary à la mise en scène, vous prenez une claque artistique, c'est ça? Non, c'est vrai, ouais. Et d'autant plus que donc ça avait été un carton, ça avait vraiment été un carton, c'était le spectacle à voir de l'époque. Et il jouait, je sais plus, il a joué 6 mois, j'en sais rien, mais et puis il jouait, je sais pas, 7 fois par semaine, donc au bout de 3-4 mois, il a perdu sa voix. Wow. Il a perdu sa voix, et donc on en parlait dans Paris, et les gens me disaient ouais, mais venez, enfin je sais pas ce qu'il était à cortisone, enfin bref, et moi je suis arrivé. La pire hantise du comédien, de perdre sa voix d'ailleurs. Et Mogador, c'est 1600 places, donc c'était, puis le spectacle fait 3 heures, c'est Cyrano de Bergerac, bon bref. Et dès les premiers mots, avec sa technique, c'est-à-dire qu'il avait une voix déjà comme ça, un peu crépusculaire d'outre-tombe comme ça, mais je le fais mal, mais c'était, on voyait un acteur, mais aussi un homme survivre en live, et ça donnait une urgence. Se confondre jusqu'à sa mort, avec où il arrive, il s'est pris sa bûche sur la tête, ou alors là, on était encore plus vrai que nature, quoi. Mais enfin, je sais pas, tout était parce donc il surarticulait les mots, et comme il avait plus de voix, on entendait, il avait une technique incroyable. Donc c'est limite, on était tous penchés comme ça vers notre siège, en se délectant, et il y avait une émotion incroyable. Bah là, tel que vous me le redites, je m'y vois avec vous. Il y a plein de gens de ma génération, je connais qui ont le même choc. Choc. Alors je sais pas s'ils ont eu ce virus à ce moment-là, mais c'était fabuleux. Donc, grande claque. Plus les mots de Rostand que je connaissais pas. Plus tout, donc c'est une grosse révélation pour vous. Et puis vient l'adolescence, l'âge des premiers émois, et là un grand frisson vous envahit quand pour la première fois vous vous trouvez mis à nu, mais face au rire. Oui, à 15-16 ans, à l'heure où certains ados se tournent vers la guitare ou le foot, vous tournez vers Labiche et Courteline et expérimentez vos premiers rires. Merci maman de vous avoir inscrit à la MJC du quartier, c'est ça? Exactement. C'est décidé, comme dit Aznavour, vous voyez déjà, mais votre père ne vous y voit pas. Acteur, c'est bien, mais c'est pas un métier, trop risqué, trop aléatoire. Alors si on avait les chances de succès que vous avez au jeu de casino, tout le monde jouerait, je crois, parce que franchement, quand on voit le CV florissant que vous avez aujourd'hui, avec vous, c'est pas un métier, mais plusieurs métiers, tellement vous travaillez et tellement vous avez joué toutes les professions, car vous dites vous-même que vous êtes gâté. Mais cela n'est pas arrivé par hasard, parce que ce destin, à force de détermination, vous êtes allé le chercher, cours Florent, école Claude Mathieu, vous travaillez rapidement dans la compagnie d'Emmanuel de Marcy-Motta, et tout au long de votre carrière, vous serez en bonne compagnie. Vous faites partie de ces gens qui inspirent confiance et sympathie, c'est peut-être pour ça que sûrement on vous embarque souvent dans l'aventure, et vous jouez dans des classiques du théâtre français aux côtés de pointures comme Michel Bouquet, dans des classiques à succès, Le Repas des Fauves, Adieu Monsieur Hoffman. Là où ça marche, on n'est pas étonné de vous voir déambuler. Rôle récurrent en télé, Seconde Chance, Nina, L'Art du Crime. Moi, c'est sur Main Courante que je vous rencontre, mais on en parlera plus tard. Un rôle sérieux en costume taillé et souliers vernis. Là où vous faites votre entrée, on vous écoute et on vous en impose. Mais ce costume, vous le rendez sur mesure pour chaque rôle que vous épousez. Alors quel plaisir pour moi de vous voir sur scène danser, chanter, faire rire, parce que vous êtes un comédien polyvalent et plein de surprises. Vous avez ce truc en plus qui fait les grands comédiens, cette lumière qui attire, qui sublime le sujet traité, cette aura qui donne envie d'aller s'y aventurer. Alors dans La Voix d'Or, vous êtes à ne pas manquer, mais mon petit doigt me dit que vous allez encore nous étonner. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Un Cyrano, un biopic de bon temps, on sait pas. Un biopic de bon temps, ouais. Ce serait pas mal, En tout cas, moi je le sens, on sait pas. Si jamais vous êtes dedans, je serai la première à venir vous applaudir. Car vous, dans un casting, c'est forcément de l'or en barre. Merci. On vous retrouve pour parler de tout ça, bien évidemment. Tout de suite, c'est le Flash Info avec Etanit Belaïch. Et on retrouve Benjamin Agner dans le Annabelle Show dans quelques instants. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J. Il est 15h30, c'est l'heure du Flash Info avec Etanit Belaïch.
Bonjour Etanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. 7 Israéliens ont été arrêtés pour espionnage pour le compte de l'Iran. 5 adultes et 2 mineurs auraient été recrutés par des agents des services de renseignement iraniens. Et les informations qu'ils ont rassemblées ont causé des dommages en matière de sécurité, indique la police dans un communiqué. Tsahal a confirmé ce matin avoir visé tout au long du week-end des bâtiments du groupe financier Al-Qard Al-Hassan. Des bureaux de la société ont été touchés hier soir dans la banlieue sud de Beyrouth et à Baalbek dans l'est du pays. Tsahal poursuit ses bombardements de la société qu'elle accuse de financer le Hezbollah à Tyr et à Nabatieh, 2 villes du sud du Liban. L'envoyé spécial américain au Moyen-Orient Amos Hochstein estime qu'il n'est pas dans l'intérêt du Liban de lier son sort à d'autres conflits dans la région. Les États-Unis poussent pour un cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël en s'appuyant sur la résolution 1701 de l'ONU, résolution qui a mis fin en 2006 à la dernière guerre entre l'État hébreu et le groupe chiite. Le président français a de son côté demandé à Benyamin Netanyahou un cessez-le-feu au plus vite lors d'un entretien téléphonique. Emmanuel Macron a également estimé aujourd'hui qu'il était nécessaire que les Nations Unies jouent tout leur rôle au sud du Liban pour permettre le retour des populations civiles des 2 côtés de la frontière. À peine 48 heures après son rejet en commission des finances, le projet de loi pour le budget 2025 revient dans sa version initiale. Il sera débattu à l'Assemblée nationale dans la soirée. 60 milliards d'économies sont prévues pour réduire le déficit public qui a atteint un record cette année. Enfin, la 16e conférence mondiale sur la biodiversité démarre aujourd'hui à Cali, en Colombie. Objectif de ce sommet équivalent à la COP sur le climat, stimuler la mise en œuvre et encore timide d'objectifs de sauvegarde de la nature à l'horizon 2030. Merci Etanit, on vous retrouve tout à l'heure à 16h pour le journal. Restez avec nous pour la deuxième partie de cette émotion. On est avec le comédien talentueux Benjamin Egner dans le Annabelle Show. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Radio J. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 16h20 pour le Club Imo. Rejoignez-moi pour un tour de l'actualité de l'Imo, des analyses éclairées et les discussions passionnantes avec les meilleurs experts du secteur. Le Club Imo, c'est votre rendez-vous incontournable. À tout à l'heure, 16h20 sur Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Annabelle Show. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. On est dans le Annabelle Show avec mon invité, le savoureux comédien, très talentueux, Benjamin Egner, qu'on retrouve en ce moment dans La Voix d'Or, au Théâtre La Bruyère, du mercredi au samedi 21h et le dimanche 17h. Alors, on s'est quitté en évoquant votre parcours. J'ai envie de connaître le petit Benjamin que vous étiez. Retour en enfance. Donc Benjamin, vous prenez cette claque artistique quand vous allez voir à 11 ans Jacques Weber à Mogador pour Cyrano de Bergerac. Et donc ça dénote une famille quand même assez penchée vers la culture. Vous avez eu la chance de naître comme ça dans une famille qui vous a montré du cinéma, du théâtre. Comment ça s'est passé ? Absolument. Alors tout de suite, je tiens, parce que c'est vrai que j'ai tendance à souvent, quand je raconte un peu mes débuts, à dire que mon père était réfractaire. Alors c'est pas exactement ça. Il avait peur, mon père. Comme il vient pas du tout d'un milieu artistique. Il était inquiet pour vous. Il était inquiet. Donc il était pas. Après, il est très fier de moi. Et il m'a même soutenu par la suite. Mais au début, il avait comme beaucoup de parents. Voilà. Donc c'est pas qu'il était contre. C'est oui, bien sûr. Mais il trouvait ça risqué. Voilà. Il avait raison. Il faut avoir la foi pour le faire. Mais j'ai reçu un comédien ici qui s'appelle Amaury de Crayencourt. Ouais, vous connaissez. Je connais très bien. Probablement, voilà. Bien, on va dire. Et il avait cette phrase que j'ai beaucoup aimée. Il a dit en fait, quand on veut faire ce métier, faut pas avoir de plan B. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut pas se dire. Après, il y en a qui l'ont et dans un coin de leur tête, en espérant qu'ils aient pas à le choisir. Mais oui, c'est un sacerdoce. Hein. Il faut rentrer là-dedans. Faut
Et comment ça s'est passé pour vous alors ? Quel enfant vous étiez ? Donc le petit rigolo, le troisième. Moi j'étais troisième d'une fratrie donc de trois garçons. Mes parents donc n'étaient pas du tout de ce milieu-là, mais aimaient beaucoup la culture, le cinéma notamment. Et donc vous avez des parents multicultures. Vous êtes un produit j'ai un père allemand ouais. qui est arrivé très tôt enfin en France, qui est venu, il a été en Belgique et après, mais au milieu des années 70, il était en France. Il aimait beaucoup la culture française, même si il aimait Brecht aussi. Ouais, bien sûr. Après, il aimait Goethe, et puis il aimait les Américains. Très ouvert d'esprit, très ouvert sur le monde. Il aimait l'art, il aimait la chanson, il aimait ça. Et ma mère était folle. Je pense que ma mère est une artiste qui s'ignore, qui était une grande fan de Gérard Philippe et qui adorerait tous ces grands acteurs de ces années 50, 60 et qui nous a... Enfin, nous, il y avait la tradition du film, du cinéma du dimanche soir. Il y avait la messe. Et après, il y avait le cinéma. Avec ce fameux générique qu'on ne peut... Alors non, moi je parle du vrai. Oui. Celui de l'époque, je parle. Ouais, mais je parle d'aller en salle. Ah oui, très bien. On allait parfois, on restait devant la téloche avec le fameux cinéma du dimanche soir, mais vous alliez vraiment au cinéma. Soir, donc vraiment, on vos parents... la sortie, et on a vu des aventuriers de l'Arche perdue à Gandhi. J'ai vu des trucs où j'avais l'impression de voyager, quoi. Donc vraiment, ils vous ont donné le virus aussi. Ouais, moi je voyais les gens à la sortie de ces cinémas, la banane qu'ils avaient. Je disais, mais waouh, le pouvoir de ces acteurs et même de ces scénaristes. Mais moi, c'était surtout les acteurs. Ouais. Le bonheur qu'ils donnent à ces gens. On sort et on fait. Enfin, Brel disait, on est des aspirines, mais c'est vrai que c'est ça. Enfin, oui, il y a quelque chose de médical, bien sûr. Et voilà, on sort, on se sent plus léger, parfois moins con parce qu'on a pris des trucs. Enfin voilà, quand tu sors de Gandhi, on apprend quelque chose. Voilà, moi j'adore. Et quand tu sors de La Chèvre ou des trucs comme ça, tu t'es poilé pendant 1h30 et t'es bien, t'es plus léger, quoi. Effectivement. Et dès cette période-là, ça vous titille, vous dites ou pas encore? Non, parce que pour moi c'est trop loin. Je vous dis, j'ai des parents qui sont pas du tout. Pour vous, c'est pas accessible. Non, j'en rêve un peu, mais je suis binoclard. Moi, j'ai des petites lunettes. On peut pas dire que je sois vraiment le petit enfant tout mignon, après je suis rigolo. Alors pour ceux qui ne vous voient pas là, vous les portez pas, mais vous n'en avez pas là. Voilà, j'ai des lentilles, je triche. Mais non, j'y pense pas, mais je rêve un peu, quoi. Je rêve. Après, je voulais être sportif aussi, moi. Je voulais être Yannick Noah. Ouais. Vous êtes un fan de tennis. Ouais. J'ai vu ça, vos adieux à Nadal, Federer. Nadal, Federer, moi je suis un fan de. C'est des champions hors pair. Là, on a la chance de vivre aussi cette période-là, mais. Moi, j'ai pareil, c'est la même année, c'est comme un hasard, 83. Donc j'ai 11 ans, hein, vous ferez le calcul. Mais bah oui, on n'avait pas dit votre âge, mince alors. Tout va bien. Et je suis à Roland-Garros, j'ai la chance d'être à Roland-Garros le 5 juin 1983, quoi. C'est extraordinaire. C'est une autre, mais j'ai les poils encore quand j'en parle. Et à la balle de match, quand je vois le papa qui saute et qui va dans les bras de son fils, on est au théâtre, quoi. Et justement, il y a ce parallèle entre le tennisman et l'acteur. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la performance. Surtout Noah. C'était un showman, c'était plus que du tennis. Hein. C'était incroyable. C'était une bête, c'était sublime. Alors, Puis en plus, quand il gagnait, et puis même l'homme, moi j'adore le gars, quoi. Donc, vous avez quand même eu la chance d'avoir des parents qui vous ont amené dans pas mal de choses. Absolument, ça me rappelle le titre de ce film avec Balasco. J'ai la chance d'avoir des parents comme vous. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents. Tout le monde n'a pas, voilà. mais c'est vrai que d'une certaine manière, ce bagage culturel vous a énormément servi après par la suite. Et donc, c'est votre maman qui vous inscrit au cours de théâtre. Je pense qu'elle. Pourquoi ? Parce qu'elle me voyait faire le clown tout le temps. Je faisais le clown tout le temps, je faisais rire la famille, je jouais, j'adorais ça. Et à 15 piges, il y avait la fille d'une amie à elle qui dit, elle a un cours là, à la MJC, tu veux y aller? Et puis je vous dis, moi, aller sur scène, je faisais rire les copains en classe, quoi, mais sur scène, c'est quand même autre chose, quoi. Et je dis, vas-y, tu verras si ça te plaît pas. Et puis alors là, incroyable, quoi. Je mets le pas là-dedans, puis on me demande de faire des impros, on fait rire, on se fait rire, la créativité qui sort, enfin, il y a un truc, tout le monde vous dira, tous ces acteurs diront quand les premières fois, enfin, je dis pas que c'est comme
c'est comme le sexe, mais on n'est pas loin, quoi. Il y a un truc très. Bah vous avez vu, j'ai dit une mise à nu. Ah bah oui, non, mais c'est vrai, ça traverse le corps. Moi, je m'en souviens encore très bien, quoi. Et c'était sur quoi, ça, par exemple? Vous avez le souvenir de sur quoi précisément vous avez ressenti cet émoi-là? Sur quoi? Sur quelle hauteur? Non, oui, sur quelle scène ou quelle. Ouais, moi, elle avait fait un atelier Fédo et Courteline. Ah oui. Donc, la base. ne promène pas donc toute nue. Il y avait. Alors, on y revient encore, décidément. Bah oui, non, c'est vrai. Mais la peur des coups, je me souviens, ces petites pièces là de Courteline et Fédo et moi qui étais, enfin, je faisais rigoler, mais dans mon lycée, qui était non pas une star j'étais dans mon coin un peu, et tout d'un coup, j'avais les copains qui venaient me voir dans cette salle, l'Éden à Montmorency, 200 places. Et à la fin, j'étais plus le même. Enfin, je dis pas que j'ai une star, mais les gens disent ouais, t'es hyper rigolo, c'est super. Et les nanas dont je rêvais, qui me calculaient à peine et qui venaient me voir en me disant oh, t'es super rigolo, c'était chouette. Bon, je dis pas que voilà, j'ai conclu derrière, mais et pour la confiance et puis je me souviens en rentrant, alors je l'ai pas dit, mais dans ma tête j'ai dit mais qu'est-ce que ça serait bien de faire ce métier-là, ça serait. Mais bon, très vite après, mais quand même. Le virus était là. Donc moi, j'ai eu mon bac. Je suis passé par la fac pour rassurer mes parents. Mais j'ai vite trouvé un cours de théâtre. Et après, j'avais peur. Moi, j'avais très peur parce que n'ayant pas des parents dans ce métier-là, famille là-dedans, on te dit quand même, c'est vraiment, tout est fermé. Voilà, il faut pas y aller. C'est trop compliqué. Mais quand c'est plus fort que vous. Vous y foncez. Ouais. Puis en plus, comme je disais tout à l'heure, vous avez eu des références. De comédiens, vos parents vous ont baigné dans du vrai cinéma, du grand cinéma, à la fois populaire, de grandes histoires, et notamment un de vos idoles, c'était Belmondo. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait, monsieur le ministre? Et qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh bien, le tuer ou le laisser partir. Mais c'est vous qui décidez. Qu'est-ce qui se passe ici? Rosen est mort. Njala est mort. Quant à moi, ça se décide en ce moment. J'ai mis cet extrait. Si j'étais vous, je resterais pas dans les lignes de tir. Ouais. Je m'en doutais. J'ai senti que vous l'aviez par cœur. Et puis c'est pas anodin, évidemment, cette musique. Cette musique qui veut dire beaucoup de choses puisqu'elle a accompagné Belmondo. Je crois que vous étiez présent pour ses au revoir. Vous savez ça? Alors j'étais pas aux Invalides, mais j'étais à Saint-Germain-des-Prés. Ouais, c'était très très beau. J'avais avec un ami. On a pleuré. Ouais, Bébel, c'est. Bébel, je dis toujours, j'ai rarement vu un artiste communiquer autant son plaisir de jouer. Il y en a plein, mais lui, c'était tellement... Parce qu'il était comme ça dans la vie. Moi, je l'ai rencontré, il était déjà affaibli. Je l'ai croisé grâce à Michel Crémadès, que je remercie. Ah, Michel! Voilà, je remercierai c'est toujours. Quelqu'un d'adorable que j'ai rencontré en festival. J'adore Michel. Ouais. Et il m'avait dit, je le vois là, il accompagne son neveu pour une présentation, donc j'y suis allé. Je n'avais pas les mots, j'ai vu devant moi. Mais bon, je lui ai touché le bras et oui, il est. C'est cette espèce de joie, de force, lumière. De lumière, même dans ses. Enfin, il a fait peu de rôles sombres, hein, mais de sourire un peu permanent comme ça, même dans la gravité. Plaisir, cette force de vie comme ça, vraiment quoi. On se dit waouh. Et puis tout le monde, enfin les gars de ma génération beaucoup plus connus, qui sont Lelouch et Dujardin et Canet, ils disent la même chose parce que vraiment on a le même âge. Et c'est illuminant. On voulait tous, pareil, ils disaient, on voulait tous être le fils. Rachid Ferrad dans L'As des As. Ouais. Parce que voilà, c'était notre papa rêvé, quoi. Et donc, un autre modèle comme ça, effectivement, c'est vrai que vous ressemblez à mon temps, hein, mais il y a un truc. En fait, c'est marrant, ça m'a pas. Bon, je vous connais depuis quelques années, voilà, comme j'ai pu l'évoquer rapidement. Ouais. On s'est aperçu sur des plateaux de tournage. On vous fait vraiment confiance depuis toujours pour faire les commissaires, voilà. Ouais. Et c'est vrai que, en fait, ça m'est apparu vraiment hier, samedi. Ouais. Vous voyez, j'ai même plus la notion du temps tellement ça m'a marqué cette représentation. En vous voyant sur scène et en vous voyant déambuler comme ça, comme un crooner de cette époque-là, c'est là que ça m'a vraiment encore plus marqué. Et je me suis dit, effectivement, on pourrait vous... Tiens, allez, on l'écoute un peu, mon temps. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais.
tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Donc ces grands artistes ont bercé votre enfance. Du coup, vous allez dans ces fameux cours de théâtre. Et comme vous l'avez dit, vous avez votre famille qui a peur parce qu'elle ne vient pas de ce milieu-là. Quand est-ce que vous avez senti pour la première fois peut-être le fait d'être rassuré pour votre famille ou la fierté dans leur regard par rapport à justement à ce choix de vie? Moi, moi j'ai essayé le concours du conservatoire, je l'ai raté. Donc là, parce que je voulais désespérément avoir le conservatoire pour moi. Par rapport à Belmondo aussi, parce qu'il avait eu le conservatoire. Alors, ce qui est rassurant dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, il n'y a pas une voie particulière pour arriver à ce métier, parce bien que sûr que vous non. êtes très prolifique dans votre carrière. Non, puis il y en a plein qui n'ont pas fait le conservatoire, ouais, qui sont des grands acteurs, mais c'est vrai que j'avais... Vous aviez ce modèle-là, vraiment, il fallait faire comme Belmondo. Mes parents, encore une fois, c'est la grande école. Il fallait une caution, un nom académique. Et j'avais dit à mon père notamment, je vais tenter le conservatoire, tu vas voir, et quand j'aurai le conservatoire, là, c'est ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, mais t'es assuré de travailler derrière, tout ça, tu ne t'inquiètes pas. Et quand je l'ai pas eu, il était alors qu'est-ce qu'on fait? Je dis écoute papa, je vais essayer, je vais m'accrocher et puis on verra bien. Et puis moi, je suis sorti de l'école, Claude Mathieu, et j'ai eu de la chance qu'on me propose. D'abord, du jeune public, je fais du Molière devant du jeune public qui m'a pris beaucoup parce que on est devant 500 gamins à 9h du mat, qui sont 500 gremlins. On est vraiment c'est-à-dire qu'on s'entend à peine. Oui, voilà. Se donner là, tellement prêt à vous balancer des tomates sur la tête. Donc là, on apprend son métier. Ouais. Mais bon, voilà. Et puis après, très vite, j'ai rencontré donc Emmanuel de Marcy-Motta, qui est directeur du théâtre de la ville. Et qui était un jeune metteur en scène qui grimpait, qui était très prometteur. Et j'ai fait 7-8 ans, je sais plus, avec lui, avec des très beaux rôles. J'ai commencé par un Shakespeare qui était magnifique. Et il y avait une distribution, Elsa Le Poivre, qui est une grande dame de la comédie française maintenant, qui est une actrice sublime, que j'ai revue encore là, à Avignon. C'était en plein air, c'était superbe. Et là, voilà. Et je pense que ils ont vu ma tête dans Télérama. Avec mon nom. Télérama, voilà, oui. Dans Télérama, donc là j'avais le tampon. Là. Alors, ça me fait rire, il y a même notre réalisateur qui a acquiescé. Si c'est Télérama. Voilà, c'est ça. Donc là, je pense que j'ai vu dans le regard de mon père en disant là, c'est pas mal. Ah ouais, donc, là, ça commence à sentir bon, là. On va dire que tu étais un acteur, là. Voilà. On va dire que, voilà. Donc, voilà. Là, on peut l'écrire sur ton CV. Ouais, mais je comprends très bien. Ouais. Voilà. C'est de bonne guerre, c'est les parents, oui. effectivement. Alors, comme ça, vous avez l'air d'être quand même très assidu, un bon élève, même dans votre quête de devenir. Là, vous cherchez le modèle comme Belmondo, mais vous avez quand même, j'imagine, une petite part d'ombre en vous, un côté sombre. On va essayer de gratter tout ça. Quiz. Péché mignon. Alors, si vous étiez un péché capital, lequel ce serait? Gourmandise, luxure, colère, orgueil, avarice, envie ou paresse? Je sais pas, la gourmandise peut-être. La gourmandise. Ouais. Ouais, je crois que vous aimez bien les bons plats de terroir, magret de canard, ce genre de trucs. Ouais. Après, je me suis un peu calmé, mais ouais, je suis assez gourmand. Ouais. C'est quoi d'ailleurs votre plat péché mignon en fait? Mon plat péché mignon, c'est le bœuf bourguignon. Ah. D'ailleurs, oui, c'est une région que vous connaissez bien. Ouais, je connais un peu. Non, mais j'adore ma mère, on faisait des sublimes où ça macérait pendant, j'étais fasciné. Elle me dit, mais non, faut le laisser pendant 8 heures, 10 heures, évidemment. C'est dégueulasse. Et puis c'était sublime, quoi. Puis elle mettait du pinard. Donc j'avais 8 ans et je me dis, je vais boire du pinard à 8 ans. C'était délicieux, quoi. C'était très, très bon. Donc, ouais, j'ai les plats en sauce, les magrets, la daube à la provençale, tous ces plats-là. Ça vous ramène en enfance. Ouais. Ah ouais, on le sent. Puis je sauçais, moi, je finissais la baguette à saucer, j'adore les sauces. Donc, ouais. Puis c'est un côté festif, quoi. Le côté famille. Bœuf bourguignon, on ne mange pas à deux, quoi. Enfin, vraiment, c'est des grands plats. C'est des grandes tablées, c'est une ambiance particulière. Donc ça ramène à ça aussi, c'est pas juste la nourriture, c'est tout ce qui va autour, bien évidemment. Et quelle est votre musique honteuse que vous adorez écouter, le truc qu'on dit pas dans les dîners, quoi, le truc il vous plaît à vous mais qui plaît pas forcément à tout le monde? Oh là là, je sais pas trop. Honteuse.
Honteuse pour les élitistes, hein. Pas forcément honteuse. Moi, j'aime ABBA, mais ABBA, je crois pas que ce soit... Ouais, pour certains, ça peut être commercial. Ça devient maintenant très oui. tendance, maintenant, ABBA. Mais moi, j'ai toujours aimé ABBA. Voilà, après... Voulez-vous c'est ça. Non, moi j'aime après. Non, mais Goldman, c'est pas honteux du tout. Ah non, c'est pas honteux du tout. Non, je sais pas. Après, je cherche dans les Français un peu plus variétoches. Mais enfin, moi j'aime Delpech. J'aime ces gens-là. Il était 5h du matin, on s'en allait vers les marais. Exactement. non, j'aime Radio Nostalgie. Oui, on est nombreux à aimer les Radio Nostalgie, je crois bien. Quel est le film ou la comédie un peu potache, pareil, ça fait pas bien dans les dîners, mais vous, c'est votre truc à vous, vous adorez, vous l'avez vu 1000 fois. Potache, je sais pas. Pas forcément potache, mais un film comme ça, c'est votre truc à vous. Votre péché mignon au cinéma. Qu'est-ce que j'aime Enfin, moi j'aime tout. Enfin, De Funès. Enfin, par Les Derniers Gendarmes où vraiment j'ai du mal, mais moi, Fantomas, je suis fan. Hein. Moi, je peux revoir Fantomas. Ça a pris un petit coup dans l'aile, mais moi j'adore, voilà. Avec la fameuse voix, quoi. Mais non, moi je suis fan de ça. D'ailleurs, on y reviendra, mais vous-même, vous usez de votre voix, bien sûr. Vous travaillez avec votre voix. Un peu, ouais. Un peu. Commère ou discret Plutôt discret. Langue de pute ou langue de bois Non, ni l'un ni l'autre, hein, je suis désolé. Non. Mytho ou réglo Oh non, j'espère être réglo quand même. Non, je suis plutôt réglo. J'ai vu peut-être des instants mytho un peu, mais... Quand on est comédien, ça peut aider un peu de temps en temps. De moins en moins. À l'heure ou à la bourre Alors, j'ai été très à la bourre. J'ai été... j'en parle beaucoup à mes enfants. J'étais souvent à la bourre, mais presque comme une posture. Hein. Ah oui. Un côté nonchalant. Ouais, t'arrives à la bourre, les gens plus important que les autres, quoi. Voilà, et je me suis fait engueuler une fois par mon frère, un énième match de tennis où il m'a fait une soufflante parce que j'arrivais encore à la bourre. Et là, j'ai compris. J'ai eu une espèce de déclic en disant, parce que c'est un manque de respect, vraiment. Tu fais attendre l'autre et ça m'a parlé. Et depuis, je suis très rarement en retard. Ouais. Jaloux, je m'en fous. Pas très jaloux, non. Pas très jaloux. Non. Rancunier ou je laisse passer je vais botter en touche avec la fameuse phrase, quoi. Je pardonne, mais j'oublie pas. Ouais. Mais je pardonne, ouais. J'essaye de pardonner, mais j'oublie pas. Ouais. Fallait les trucs, ouais. Il y a certaines choses, j'oublie pas. Ouais, ça reste dans un coin de la tête quand même. Cool ou colérique Ça dépend. Je dois avoir. J'ai mes accès, on va dire. Mais je suis pas très colérique, non. Mais après, avec mes enfants, parfois, j'ai la grosse voix du papa, de mon papa à moi qui revient. Les côtés sans accent, mais parce que lui, il avait l'accent en plus. Oui, ça devait faire un peu flipper. La voix avec l'accent allemand qui vous engueule, il y a un petit côté effrayant quand même. Et 3 mots et je veux dire, ça marchait droit. Ouais, c'est toute la force de l'accent allemand. Il y a bien un truc comme ça. Ça marche pas avec tous les accents. Non, italien, c'est moins. Voilà, c'est plus sympa. Ça chante, quoi. Voilà, il faut faire de la fête et tout ça. Vous êtes plutôt fleur bleue ou fleur blasée? Moi, je suis fleur bleue, maman. Ouais. Et vous me dites ça, mais avec un sourire. Ouais, on voit les fleurs dans vos yeux comme ça. Voilà, vous parliez de coup de foudre à Notting Hill, je l'ai vu 10 fois, quoi. Ah, voilà. Ah, c'est mignon ça. Ça, j'adore. Vous auriez aimé jouer le rôle de Hugh Grant? Grave. Avec elle qui me demande Do you want to come up en bas de l'hôtel, qui me dit tu veux monter? Qui sait pas répondre, mais je dis évidemment on monte. C'est vrai que c'est un grand classique celui-là aussi. Quelle est votre pire addiction? Tabac, tabu, tabeu, ta barbac ou tes bonbons? Non, la barbac, je dirais. Ah ouais. Ouais, ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. J'essaie de me calmer, de vivre avec mon temps quand même, mais pas vivre, mais avec mon temps. Oui. Pas mon temps le chanteur non plus, mais j'adore la viande encore. Hein. J'en mange moins, mais j'adore ça. Ouais, en même temps, il faut de l'énergie sur ça. On a dit. Quel est votre pire défaut? Je suis pas très patient, parfois. Je peux manquer de patience. D'où, parfois... alors, pas la colère, mais je peux m'agacer, alors qu'il y a des fois, vraiment, où je devrais... détends-toi, laisse passer. Ouais. Voilà. Ça, c'est peut-être ça vient avec le temps. Je travaille dessus. Ouais, j'essaye. Je travaille dessus. Je sais que... ouais. Il y a des fois, surtout quand je sais que ça pourrait aller plus vite ou pas,
Alors que je dis chacun va à son rythme, quoi. Ouais. Il faut respecter ça. C'est vrai que des fois, il y a l'urgence de la vie qui nous donne envie de pas perdre de temps. C'est quoi. vrai, moi j'ai un peu cette obsession-là. Ouais. Même si je vois à 52 ans. Vous sentez encore. Du coup, vous dites je travaille là-dessus et en même temps, j'ai l'impression qu'avec ce que vous dites, vous avez encore moins le temps qu'avant. C'est ça que vous Non, dites. mais ça va à une vitesse de dingue. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire encore et la fameuse procrastination. Moi, j'ai vu. Si j'avais su, si je l'avais fait à ce moment-là, moi, je voudrais avoir le moins de regrets possible, quoi. Ouais. Alors, je vais me tromper, comme dit la pièce de Musset. Je vais me tromper souvent, mais je vais vivre, quoi. Je vais le côté. On attend un peu. Ouais, je vais temporiser tout ça. Je dis ouais, mais ça Ouais, il tourne. y a pas le temps. Voilà. Il y a pas le temps. Il y a toujours un peu le temps. Faut pas faire tout et n'importe quoi à 2000 à l'heure, mais à un vivre moment, quand faut même, faire. faire les choses, quoi. Justement, vous-même, dans cette carrière, voilà, quand on est comédien, des fois on attend l'opportunité, et puis des fois il faut aussi se la créer. Comment vous avez surfé avec tout ça Moi, contrairement à d'autres collègues, je n'écris pas, j'y arrive pas. Donc, je suis très admiratif de tous ces acteurs, actrices, beaucoup d'actrices qui se mettent à écrire. Parfois parce qu'elles n'ont pas de Parce travail. Que du travail. Ouais. Voilà, moi j'ai été très gâté, donc j'ai beaucoup travaillé. Et donc la fameuse phrase on dépend du goût des autres, qu'il y a dans ce film que j'adore aussi, Le goût des autres, que dit Anna Navarro, on est dépendant du goût des autres. Ça, c'est vrai que c'est dur. Mais donc moi j'essaie de provoquer un peu des envies chez les autres par rapport à l'acteur que je suis, quoi. C'est-à-dire vous essayez de montrer vos facettes, vous essayez de montrer avec les gens avec qui Eric Bu, des gens avec qui je sens vous avez que envie de travailler, artistiquement, voilà, je peux. Après, ça vient un peu tout seul, mais quand je sens que moi je suis assez fidèle, donc j'aime bien. Il y a des metteurs en scène, ou peut-être des producteurs, ou des gens avec qui j'aimerais avoir une continuité. Parce que vous vous faites confiance, ouais, et que ça, puis on en croise pas tant dans une carrière, je trouve. Donc j'adore cette fidélité comme les grands ont pu avoir. De Niro avec Scorsese. Ah oui, c'est extraordinaire. C'est beau. Enfin, ou même en France, d'ailleurs, ces acteurs qui ont souvent joué ensemble. Ouais. Je pense à Noiret, à Rochefort et Marielle et tout ça. Exactement. Ouais, effectivement. C'est l'émulsion qui se donnent les uns les autres, quoi. Donc voilà, j'ai un enthousiasme, je pense, qui doit être un peu contaminant. Ça j'aime bien. Voilà, c'est ce que je disais dans votre tapis rouge. Vous avez cette espèce de capital sympathie, à la fois ce truc qui donne confiance, qui doit sûrement donner envie aux gens de vous accompagner. J'aime la troupe, vraiment la troupe, quoi. J'adore ça. Donc ça, je sais que je suis honnête et plutôt bon là-dedans. C'est que je sais fédérer. Moi qui aime. Justement, quelle est la chose, puisque vous êtes en troupe et que vous êtes souvent amené à rencontrer des nouvelles personnes et des nouvelles équipes, puisque vous faites beaucoup de projets, qu'est-ce qui vous fait fondre chez les autres ? Je sais pas, la poésie chez des gens, un mec comme Eric Bu, son côté lunaire, l'enfance justement. Ouais, l'enfance. Il faut que ça, c'est Brel. Moi, je suis un grand fan de Brel et qui disait ça, quoi, que lui il prolonge l'enfance, quoi. Il prolonge son enfance. Il fait ce métier pour ça, quoi. Et on est quand même tous des grands enfants, les artistes et parfois même certains adultes qui ont un costard cravate, ils jouent à l'adulte, mais ça reste des grands enfants, quoi. Et je crois à ça, vraiment. Après, il y a des choses dans la vie quand on est parent où il y a des responsabilités et là, il faut les avoir. Mais c'est quand même. C'est marrant ce que vous venez de dire. Il joue à l'adulte. Et justement, quand je vous ai présenté, j'ai dit on vous voit souvent avec le costume. Et en fait, vous jouez à l'adulte, bien quoi. Sûr. Moi, je trouve ça très mignon, cette phrase. Qui donne, mais on ne fait que jouer. Hein. C'est vraiment. Mais en tout cas, on retourne tous en enfance avec vous dans la Voix d'Or pendant ce moment suspendu qu'on retrouve donc au Théâtre de la Bruyère, la Voix d'Or, avec votre équipe de casting 5 étoiles du mercredi au samedi 21h et le dimanche à 17h. On se retrouve dans quelques instants pour continuer ce voyage dans cette aventure qui est la vôtre, Benjamin Egner, notre talentueux invité. Et tout de suite, c'est le journal avec Ethanit Belaïch. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Bonjour à
à tous, bienvenue sur Radio J, il est 16h, c'est l'heure du journal avec Ethanit Belaïch. Bonjour Ethanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. Au 381e jour de guerre en Israël, le Hezbollah a lancé une 60aine de roquettes contre le nord du pays depuis ce matin. Un homme a été blessé par des éclats d'obus dans la région d'Ayelet Ashachar. Du côté du Liban, Tsahal continue de bombarder les succursales du groupe financier Al-Qard Al-Hassan à Tyr et à Nabatieh, deux villes du sud du pays. Ce matin, l'armée israélienne a confirmé avoir visé tout au long du week-end des bâtiments de l'organisme. Selon Tsahal, le Hezbollah détiendrait des centaines de millions de dollars dans l'institution financière qui octroie des microcrédits au Liban, y compris des fonds directement associés aux activités terroristes de la branche militaire du groupe chiite. Jérusalem met en garde le Hezbollah. Tsahal détruira la banlieue sud de Beyrouth si l'organisation s'en prend à nouveau à un dirigeant israélien. C'est l'alerte lancée par l'État hébreu au groupe libanais via un intermédiaire, selon la chaîne saoudienne Al-Hadat, 2 jours après que le domicile privé du Premier ministre israélien ait été ciblé par une attaque de drone à Césarée. Benyamin Netanyahou et son épouse n'étaient pas sur place et aucun blessé n'a été signalé. Des dégâts ont en revanche été constatés. Olivier Granillic. Le directeur du cabinet du Premier ministre Yossi Sheli, le directeur de l'administration fiscale Shai Abramovich se sont rendus hier à la villa des Netanyahou à Césarée pour évaluer les dégâts causés par le drone lancé par le Hezbollah dans le but d'éliminer le Premier ministre. Les experts sur place ont constaté d'importants dégâts et un responsable a déclaré: si Netanyahou avait été à Césarée ce Shabbat, nous n'aurions certainement plus de Premier ministre aujourd'hui. Notre correspondant en Israël, Olivier Granillic, a noté que le ministre libanais de l'Intérieur a pris une série de mesures pour renforcer la sécurité dans la capitale et à l'aéroport international de Beyrouth. Les patrouilles ont notamment été renforcées dans toute la ville afin de prévenir la présence d'armes. Pour l'envoyé spécial américain au Moyen-Orient, il n'est pas dans l'intérêt du Liban de lier son sort à d'autres conflits dans la région. À l'issue de sa rencontre avec le chef du Parlement libanais à Beyrouth, Amos Hochstein a assuré que Washington œuvrait pour un règlement au plus vite du conflit entre Israël et le Hezbollah. La résolution 1701 de l'ONU, qui a mis fin en 2006 à la dernière guerre entre Israël et le Hezbollah, demeure la base d'un cessez-le-feu, a-t-il assuré. De son côté, le président français estime que l'ONU doit jouer tout son rôle au sud du Liban pour permettre le retour des populations civiles à la frontière israélo-libanaise. Lors d'un échange téléphonique aujourd'hui, Emmanuel Macron a demandé à Benyamin Netanyahou que les infrastructures soient préservées, que la population civile soit protégée et qu'un cessez-le-feu soit établi au plus vite au Liban. Par ailleurs, un responsable du bureau du chef d'État français nie le boycott des entreprises israéliennes au salon d'armes navales, Euronaval. Il n'a jamais été question d'interdire aux entreprises israéliennes de participer à des salons professionnels en France. Les entreprises israéliennes intéressées pourront bien entendu participer au salon Euronaval, a promis un membre de l'Élysée. L'État s'invite au capital d'une filiale de Sanofi suite à un accord de vente du Doliprane au fonds américain CDR. L'État, via BPI France, devrait participer en tant qu'actionnaire minoritaire à hauteur d'environ 2% à la filiale Opella. Le ministre de l'économie, Antoine Armand, assure que le pays a obtenu des garanties sur l'emploi, la production et le développement de la filiale. Écoutez. Le premier, c'est celui du maintien, évidemment, et du développement autant que possible de la production. Doliprane continuera à être produit en France, comme nous avions eu l'occasion de nous y engager face aux salariés à Lisieux, et je voudrais aussi avoir un mot pour les salariés de Compiègne. Deuxièmement, le maintien et le développement autant que possible de l'emploi, car il s'agissait évidemment d'une des priorités de notre stratégie industrielle. Troisièmement, le maintien du siège de la direction opérationnelle, car une entreprise qui maintient son siège sur notre pays, c'est une entreprise qui a de l'avenir et de la perspective dans notre
pays. Antoine Armand, le ministre de l'économie, ce matin. Enfin, le budget débarque à l'Assemblée nationale, enrichi de 60 milliards d'euros de recettes qui proviennent notamment de la taxation des plus riches et des super profits. La première partie du projet de loi de finances a été votée par la gauche en commission des finances, mais rejetée par la droite, le camp présidentiel et le Rassemblement national, sans conséquence immédiate puisque c'est le texte initial qui revient dans l'hémicycle ce soir. Les débats dureront une semaine à moins que ne soit adoptée dès aujourd'hui une motion de rejet ou que le gouvernement ne se réfère à l'article 49.3. Merci Ethanit, on vous retrouve demain à partir de 14h. Restez avec nous pour la dernière partie de cette émission, le Annabelle Show, avec mon invité, le comédien Benjamin Egner. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Radio J. 15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour, nous sommes dans la dernière partie de cette émission, le bonus du Annabelle Show avec Benjamin Egner qu'on retrouve en ce moment au Théâtre de la Bruyère dans La Voix d'Or, ce magnifique spectacle que je vous recommande, vraiment foncez en famille avec tous les âges, voir ce petit bijou, cette saga familiale du mercredi au samedi à 21h et le dimanche à 17h. La Voix d'Or, n'hésitez pas, vous allez être embarqués. Je reviens un peu sur votre parcours. Comme vous l'avez dit, voilà, vous aimez vous entourer de certains réalisateurs, de certains metteurs en scène avec lesquels vous avez envie de travailler. Vous avez eu de la chance, du coup, d'avoir des belles expériences, justement, dans le temps, à long terme, notamment dans des fictions TV, avec des rôles récurrents, et aussi au théâtre, dans des projets pareils, avec une certaine longévité. Et dans ce parcours, vous avez eu la chance de rencontrer des grands, et notamment, je pense, à quelqu'un qui vous a beaucoup marqué, qui est Michel Bouquet. Oui. Michel Bouquet, c'est un peu mon Yoda. C'est mignon. Je dis pas que je suis Jedi, mais s'il a fait de moi... Il a des oreilles en pointe. Non, mais moi qui n'ai pas réussi à faire le conservatoire, à rentrer au conservatoire, j'ai presque eu l'impression, j'ai travaillé 2 ans avec lui, de l'avoir fait avec lui, quoi. Alors j'exagère, mais on a beaucoup parlé de le voir sur scène, c'est la barre en plus. Hein. Ouais. Il était dans la barre, alors il avait déjà 80 le passé. Le grand classique. Ouais. Mais je sais pas par quoi commencer, mais il était d'une telle bienveillance avec nous. Il y avait Bruno Debrandt aussi qui était avec nous dans la distribution. On était fans, on buvait ses paroles. Une grande bienveillance envers nous, des choses très gentilles. Et puis sur le plateau, c'était incroyable, quoi. J'ai jamais, ce que je dis souvent, mais j'ai jamais été écouté comme ça. En fait, on est déshabillé quand on joue avec lui. En fait, justement, c'est ça, c'est primordial. L'écoute dans le jeu. Pour moi, c'est ce qu'il disait ça. Il disait, on reconnaît un grand comédien à son écoute. Ouais. Pas forcément. Et justement, les débutants comédiens, et non pas les débutants, qui commencent, n'ont pas forcément cette conscience de l'écoute. La communication non verbale fait passer énormément de choses. Absolument. Et puis c'est surtout plus on est à l'écoute de l'autre et de ce qu'il nous envoie, plus on va être juste dans sa réponse, parce que on va c'est vraiment comme en musique, quand il y a un son, il est plutôt mezzo et on doit arriver derrière. S'adapter, voilà. Ouais, voilà, c'est vraiment c'est musical, hein, de toute façon. Donc oui, effectivement, la comédie, c'est vraiment, c'est une harmonie en fait. Exactement. Entre des gens et entre lui, des intentions. Lui, il avait ça, il vous scannait, il vous regardait, et j'ai joué, on l'a joué 200 fois. Hein. Donc il pouvait regarder, puis un soir sur l'autre, il dit tiens, il met la main comme ça, donc il regardait la main, on voyait qu'il mettait la main, et là elle enlève la main, donc et on sentait, on disait waouh, il vous bouffe, il est là, il l'utilise, c'était impressionnant. Ça devait être un régal. Et puis il change. Il y a une fois, je lui avais dit, parce qu'on était à Port-Saint-Martin, il y avait 1000 personnes tous les soirs. Et il y avait des fois où il y avait des effets dans la barre de Molière. Il y a des phrases qui font leur effet, quoi. Oui, bien sûr. Et puis il le faisait d'une certaine façon, et donc ça cartonnait. Et puis le lendemain,
Il la faisait différemment, ça marchait moins. Donc je disais, Michel, vous avez changé. Il me dit, mais je cherche pas l'effet, moi. Je suis sur le moment avec l'humeur du moment. Je cherche pas l'effet. Benjamin. C'est mignon. On refait. Et chaque jour est un jour nouveau. Donc je dis, ah oui, d'accord. Ouais, c'est en fonction de l'intention du moment. Il n'était pas là-dedans. Il était pas. Enfin, on le sait. Hein, il cherchait tout le temps. Il répétait son texte tous les soirs avant de. J'arrivais avant, il était dans sa loge et je l'entendais, ma cassette, voleur. Bon, après, la mémoire était un peu fragile à ce moment-là, donc, mais c'était, enfin, c'est un staccanoïste, c'était un asset, quoi. Je crois, dans l'histoire du théâtre français, c'est la référence à ce niveau-là, quoi. Oui, du théâtre, effectivement. Donné son corps, son âme et tout le reste oui, à son métier. Il y en a quelques-uns des comme ça, effectivement, des grandes Terzieff, ces gens-là, je pense à des gens comme Terzieff. Robert Hirsch aussi. Évidemment. Effectivement, qui vous mettent des claques comme Jacques Weber a pu vous le faire à cette époque-là. Et effectivement, c'est une leçon rien que de les voir jouer. Donc j'imagine que jouer avec eux, c'est vraiment quelque chose d'assez... En plus, Molière, quand même, parce qu'il était Molière. Enfin, avec des gens comme Weber, c'est comme des amoureux et donc il transpirait Molière, il était Harpagon, et le moment où il dit je suis mort, je suis enterré, il s'allongeait donc la Porte Saint-Martin, c'est un énorme théâtre, quoi, et devant 1000 personnes, et il s'allongeait et tout d'un coup il y avait ça, il y avait cet homme petit de plus de 80 ans, il s'allongeait, il était comme ça, et je suis mort. Il y a vraiment des soirs où on se disait merde, qu'est-ce qui se passe, et puis il disait quelqu'un peut-il me ressuscité en me disant où est mon argent, je sais plus la phrase exacte, quoi. C'était incroyable, c'était le suspense jusqu'au bout, et la précision, c'était avec sa petite voix comme ça, mais toujours au scalpel, quoi. C'était ça fait partie de vos grandes... J'avais une masterclass tous les soirs. Ouais, voilà, c'est ça. Tous les soirs. Vous avez ressenti ce genre d'expérience aussi en tournage? Ou moins Ouais, moins, parce que j'ai malheureusement... j'ai travaillé avec des acteurs formidables, hein, mais peut-être pas... peut-être pas à ce niveau-là. Non, peut-être pas au niveau, mais j'ai pu en tête. Si, j'ai travaillé avec Michel Aumont, mais qui est un acteur de théâtre. Mais j'ai travaillé avec Michel Aumont sur un... Donc on revient quand même toujours à cet amour du théâtre. Après, il y a des très grands... mais j'ai fait peu de cinéma, moi, j'ai fait de la télé, donc il y a des très, très bons acteurs de télé, mais c'est différent, c'est un exercice différent, donc j'ai vu des très bons acteurs, mais ouais, Michel Aumont, je me souviens, c'était... qui me demandait, parce qu'il n'avait jamais joué avec Michel Bouquet, et il savait que je sortais de la VAR. Incroyable. Et je me souviens qu'il me demandait, raconte-moi, quoi. C'est fou. Michel Aumont qui me demandait à moi des anecdotes sur Michel. C'est ça, Michel la magie Bouquet. de ce métier en même temps, c'est que chacun a ses trésors, ses moments bien à lui. Belmondo était fan de Bouquet, c'était la référence depuis toujours. Hein. Ouais, effectivement, si vous faites une école de théâtre et que vous n'entendez pas Michel Bouquet, c'est que vous êtes gouré de trajectoire. Hein. C'est ça. Effectivement. Donc on revient toujours à ce théâtre. Et là, vous me parliez justement de la VAR, de Molière. Et il y a ce côté un peu mystique en même temps de jouer toujours Molière, des années après. Il y a quand même un lien comme ça avec le passé. Alors ça me donne envie, évidemment, puisque quand on est comédien de théâtre, on a toujours envie, j'imagine, de ce fameux prix, d'ailleurs, qui a été remporté très brillamment par votre camarade de scène, le Molière. J'ai envie de vous faire un petit quiz Molière. Allez. Instant quiz. Justement, puisqu'on parle comme ça de grands moments de carrière, j'ai envie d'en savoir plus sur vos envies de comédien. À qui vous remettriez le Molière de celui, je parle toute nationalité confondue, le comédien avec lequel vous rêveriez de jouer? France, États-Unis, tout ce que vous voulez. Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Qu'est-ce que j'adore Dustin Hoffman. C'est une bonne réponse, voilà. Moi, je vous donne une bonne réponse, je sais pas pourquoi. Vous l'avez découvert, évidemment, dans le lauréat. Je crois qu'on a la musique du lauréat, si on la retrouve. Voilà. On la retrouvera après, mais effectivement, Dustin Hoffman de Little Big Man. Il s'appelle Benjamin, c'est-à-dire le personnage s'appelle Benjamin. Ah, ça vous a... Et il sait pas quoi faire de son avenir. Donc moi, alors, je l'ai vu très tôt, la première fois je devais avoir 12-13 ans, hein, mais l'espèce de ce que ça raconte, le lauréat, j'invite beaucoup de gens, tout le monde à voir ce film qui dans la culture française est pas forcément
C'est une des scènes les plus mythiques du cinéma. Ah, c'est sublime. Parce que l'histoire d'amour est à tomber par terre. Il y a Katharina Ross qui est juste sublimissime. Donc voilà cette fin, quand il s'échappe de la chapelle. Mais c'est quand même un ode à la liberté, au libre arbitre, et c'est marrant, ça me fait penser d'aimer, de faire ce qu'on a envie de faire. Justement, ça me fait penser à cette fin dont on parlait de La Voix d'Or, où on est là, on reste sur cette fin, chacun avec son interprétation, il n'y a pas de jugement. Non. Et c'est le même genre d'émotion comme ça. Mais ouais, c'est bizarrement, même dès l'âge de 12-13 ans, ce garçon il sort d'une très grande école, genre je sais plus, c'est Harvard ou je ne sais quoi, il est diplômé, donc c'est le lauréat, il arrive à 21 ans, les parents on sent qu'il y a quand même un truc qui va pas chez lui, quoi, et tout le monde lui dit alors qu'est-ce que tu vas faire, tu vas enchaîner, machin, tu sais que telle société, la pression sociale, ouais. Voilà, c'est la grande bourgeoisie californienne, et les parents ne voient pas du tout que la caste, un peu, le mec va pas bien du tout à l'intérieur, quoi. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que la version française que moi j'ai découverte, il est doublé par un certain Patrick Devers. Ah, et donc Patrick Devers, c'est aussi une de vos mes références icônes. absolues. Donc je fais bon, alors là, non, je t'ai plus. C'est ma référence, quoi. Et puis là, oui, la musique évidemment, Anne Bancroft en Mrs. Robinson qui est géniale. Et puis oui, cette ode à la liberté, cette rébellion contre l'establishment, quoi, que je trouve sublime, quoi, qui et puis l'acteur est fabuleux, Dustin Hoffman, l'émotion qu'il arrive à faire passer, ne serait-ce que, je pense à Kramer contre Kramer, même dans Tootsie, ou Redman, j'en parle même pas, mais même dans Capitaine en crochet, dans Hook, il est extraordinaire. Donc, il est génial. Il est fabuleux. Moi, Il a ce truc, justement, on parlait de l'enfant, c'est toujours cet éternel retour à l'enfance. C'est un enfant. Et il a ce truc dans les yeux, il n'y a rien à faire, un peu comme Robin Williams aussi qui avait ça. Exactement. Il fait cette éternelle flamme d'enfant, cette étincelle. Voilà, c'est exactement, qui savoure ce qu'il fait, et on est là avec lui, effectivement. Et qui se prend pas au sérieux. Ces mecs, ils se prennent pas au sérieux. Ils ont beaucoup d'humilité, ces gens. Et en Molière de la comédienne, cette fois, qu'est-ce qui ce serait ? Alors, moi, j'étais un grand fan d'Adjani. Très grand fan, très amoureux. Et puis, de la comédienne sublime. J'aimais beaucoup Michel Pfeiffer. Michel Pfeiffer dans Les Liaisons dangereuses, je m'en suis toujours parmi. Là, plus récemment, je suis fan d'Emma Stone. Ah oui. Ah ouais. Qui déchire tout sur son passage, d'ailleurs. C'est une tornade, Emma Stone. Elle sait tout faire. Et puis c'est pareil. Elle a ce truc enfantin, effectivement. Tout à fait. C'est une enfant. Ouais. Moi, je crois que c'est ça qui me plaît. Mais elle a un talent fou, quoi. Elle a un talent fou. Puis c'est pareil. Moi, en plus, quand elle arrive à me faire pleurer et rire, parce qu'elle est. On retrouve d'ailleurs cette énergie chez la comédienne avec qui vous jouez, d'ailleurs, Élodie Menant. Ah ouais. Qui a cette énergie aussi, qui arrive à passer de la femme fatale à l'enfant, à Dalida, à tout ce qu'on veut. Et effectivement, c'est assez remarquable. Le metteur en scène à qui vous rêveriez de jouer ? Wajdi Mouawad. Ah oui. D'ailleurs, vous êtes rencontré avec Marc City sur Littoral, ouais. Je suis fan de ce gars, de l'auteur, mais j'ai vu des mises en scène de lui, Incendie notamment. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Incendie, il y a un film sublime de Denis Villeneuve, si je dis pas de bêtises, c'est ça, Denis Villeneuve, le Québécois. Oui, tout à fait. Un film sublime, dur, mais magnifique, que je vous invite à aller voir. Et la pièce est superbe, et j'avais vu sa mise en scène à Malakoff, là, c'était sublime. C'était sublime, moi j'adore. Le Molière pour le rôle que vous adoreriez interpréter ? Le misanthrope, peut-être. Alceste. Et pour finir, le Molière de la phrase que vous aimeriez dire à vos enfants. Voilà, un conseil de vie, vous qui avez cette carrière et qui êtes un éternel enfant. Qu'est-ce que ce serait ? J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelques fois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Waouh.
Alfred de Musset. Magnifique. C'est quoi, on ne badine pas avec l'amour? On badine pas avec l'amour. Vous avez vu, Bravo, Noël. Merci infiniment, Benjamin. On vous retrouve avec grand plaisir. Allez voir La Voix d'Or. Vraiment, je vous le conseille 1000 fois, même plus encore. Du mercredi au samedi, 21h, et le dimanche à 17h au théâtre de La Bruyère. Vous allez passer un moment savoureux, le même moment qu'on a passé. C'était comment? C'était génial. Merci beaucoup, Annabelle. Merci infiniment pour ce partage. Quant à nous, on se retrouve demain. Mon invité sera Philippe Lelouch. Et je vous laisse avec le Club Limo de Marc Ezrati. Merci à Ben à la réalisation. Et Kiss Kiss. Radio J.